Faites votre ménage avec beaucoup de soin. Essuyez les tableaux, balayez dans les coins, et veuillez vous résigner à ne pas conserver une toile d'araignée. Car en dépit des apparences, ça n'a pas la valeur qu'on s'imagine en France. Je suis de votre avis, ma fille. À faire, évidemment, c'est difficile et long. Mais croyez-moi, si c'est charmant dans les charmilles, ça fait ça dans les salons. Donc, coupe de toile d'araignée. Nous avons ajouté Madame la Préfète. Je veux une maison très propre et très soignée. Ces fleurs lui donneront un petit air de fête. Et considérez bien que c'est sur votre tête que la gloire rejaillira. Car en rentrant ce soir à Nantes, émerveillé, elle dira chez les Combronnes, ils ont une bonne étonnante. Sur le claron que je préfère, avez-vous déjà mis vos petits gâteaux? Mais vous l'avez fait beaucoup trop tôt. C'était la chose à ne pas faire. Sitôt sortis de leur boîte, les petits gâteaux secs deviennent moites. Oh, chacun sait de que le bec est à ma table. Être mou pour les gâteaux secs, il n'y a rien qui soit aussi grave. Quand c'est semble être sec comme du bois de teck, ou bien comme du edge, mais les petits gâteaux secs, ils n'ont plus leur raison d'être. Oh, et la citronnade, et l'orgeat, vous avez tous les mettre à réfléchir déjà. Ah non? Tiens, faites-en le serment, ça m'étonne bien. Eh bien, vous aurez dû le faire, justement. Oh, are you so stupid? Stupid veut dire bête. En français aussi, d'ailleurs. Je l'entends ici, la préfète, disant, mais chez les Combronnes, c'est amusant comme tout. Quand les petits gâteaux secs sont un peu mous, les rafraîchissements, eux, en revanche, ils sont bouillantes. Allez, laissez-moi terminer ça et finissez votre ménage. Et n'allez surtout pas vous mettre en nage. Voilà ce qu'il faut éviter, voyons. Je ne veux pas pour le goûter que vous soyez comme le souillon. Quant à monsieur, sitôt qu'il entre, vous sautez. Je vous l'ai déjà dit et je vous mets en garde. Il n'aime pas qu'on le regarde. Il a l'horreur du bruit. Il déteste par-dessus tout qu'on tourne autour de lui. Alors attention, les yeux toujours baissés, et sitôt qu'il paraît, foot, vous disparaissez. Gardez-vous! Garde! En avant marche! Rompez les rangs. Et donne-moi tes yeux, mon petit régiment. Les miens, bien ouverts. Sont-ils bleus? Sont-ils verts? Qu'ils soient bleus, bien verts, bien ouverts, ils sont délicieux. Continue à te taire, sois jeune, et laisse-moi regarder tes beaux yeux. C'est mon seul plaisir sur la terre. Tu n'en crois rien, c'est pourtant vrai. C'est si rare un plaisir, mon Dieu. On en a quelquefois quand on est malheureux. Mais qu'on en est sevré, pour peu qu'on soit ce qu'on appelle un homme heureux. Car il faudrait encore s'entendre là-dessus et se mettre d'accord, en consultant un peu ceux qui sont déçus. C'est vite dit, un homme heureux. C'est comme le bonheur. Il y a deux bonheurs. Celui qu'on vous impose et celui qu'on se fait, que l'on se fait soi-même. Ah, le second, le bonheur, il est parfait. Et celui-là, je l'aime. Mais le premier, c'est autre chose. L'un est en vert et l'autre en rose.
bonheur n'est pas ce qu'un vain peuple pense. Et pour ma propre part, j'en suis bien revenu. Il est considéré comme une récompense, mais quand on a connu durant sa vie d'immenses joies, il est certain bonheur bourgeois dont je comprends qu'on se dispense, et que bien à tort on en vit, car si c'est une récompense, elle est seule, à mon avis. On prétend que l'argent ne fait pas le bonheur, et ma foi j'en ai peur. Bien qu'il y contribue. Mais le bonheur non plus ne fait pas le bonheur. Et l'ennui du bonheur, c'est d'être continu, impitoyable et fade. On croit que le bonheur, c'est d'être bien portant, alors que l'important, c'est de cesser d'être malade. J'aime le calme après l'orage, et le port après le naufrage. J'aime aussi le calme après ce long débat, tout comme l'armistice à la fin des batailles. Mais loin d'être la paix qui succède au combat, le bonheur est souvent l'envers de la médaille, tandis que le plaisir, c'est le fruit défendu. Donne-moi tes beaux yeux, petit fruit défendu. Comme ils sont bien fendus, comme ils se laissent regarder. Approche, ils sont charmants. Au moins toi, tu n'as pas tes deux yeux dans tes poches, et je t'en fais mon compliment. Signe de loyauté, de franchise. Bravo. Les yeux baissés, moi, ça m'effraie. Oui, parce que c'est faux. Tandis que ça, c'est vrai. À 20 ans, tonnerre de Dieu, quand on a les yeux dans ses poches, à 40, on est sûr d'avoir des poches aux yeux. Bien, approche. Encore, approche. Mais il ne suffit pas qu'on ouvre ses grands yeux. Encore faut-il qu'on ait dedans quelque chose qui soit persuasif, ardent. Or, petite servante, admirez mon orgueil. Je crois que vous avez quelque chose dans l'œil. Je crois qu'elle a quelque chose dans l'œil. Mais hélas, ma vue n'est pas bonne. Voudriez-vous souffler dans l'œil de votre bonne? Moi, ça me gêne un peu. Non, ce n'est pas la peine. Elle n'a qu'à baisser les yeux, ça s'en ira. Pas, j'espère. Je ne vous dis rien. Nous l'avons engagé comme bonne à tout faire. Et vous croyez peut-être obligé de prendre les choses au pied de la lettre. Vous faites fausse route en ce moment, Mary. Laissez-moi vous le dire. Et c'est vraiment connaître mal votre mari. Oh, c'est idée. Allons, voyons. Vous les rire. Comment la trouvez-vous? La bonne? Un peu marquée. Marquée? Elle n'a que 20 ans. Vous me faites remarquer. D'ailleurs, sous facilement vente, et le bon Dieu m'en est témoin, qu'elle ait 20 ans, qu'elle en ait plus, qu'elle en ait moins, ça ne sera jamais pour moi qu'une servante. À ce sujet, je ne crains pas que l'on m'observe. Mais non que je conserve, elle est servante. Il est normal qu'elle me serve. Voyez mon existence, et convenez que les distances ont nul lieu que moi de les observer en toute occasion. Tenez même, je vais plus loin. Qu'elle soit laide ou bien jolie, vous pourriez au besoin la mettre dans mon lit, et que je n'y ferai pas la moindre attention. Il n'en est pas question. Mais puisqu'on parle d'elle, je ne sais même plus d'ailleurs quel est son nom. Adèle. Adèle? Oui, elle s'appelle aussi Nanon. C'est à peu près pareil, mais je préfère encore Nanon. Eh bien, Nanon, vous ne la croyez pas un peu dure d'oreille? Je n'ai pas cette impression. Alors elle est muette. Il ne me semble pas. Alors c'est qu'elle est bête. Pour quelle raison? Elle ne dit jamais un mot, ni oui ni non. Quand une bonne parle, un jour, elle vous répond. Et pourquoi? Vous voulez causer avec elle? Mais non, je ne vois pas causant avec Nanon. Il ne faut pas pousser les choses à l'extrême. Et l'on peut faire une moyenne entre se taire, d'une façon systématique, bien résoudre, par exemple, le problème des relations diplomatiques toujours tendues, bien entendu, entre la France et l'Angleterre. Évitons les sujets qui sont trop importants. Et, sans aller jusqu'à causer avec la bonne, je peux très bien, Dieu me pardonne, dire un mot de temps en temps. Un mot? Quel mot? Comment quel mot? Je ne sais pas, le mot qui viendra.
pourquoi me demandez-vous ça sur ce ton si singulier? Suis-je indiscrète? Ok, non. Alors dites-moi franchement de quel mot vous parliez. Mais je n'ai pas parlé d'un mot puisque j'ai un autre. Ah non? Tiens, j'ai bien cru que vous parliez du vôtre. Comment du mien? Eh oui, vous savez bien, nous avons tous des mots qui nous sont personnels, mais qui ne riment à rien. Qui ne rime à rien? Oui, mais que nous préférons, même à des mots spirituels, même à des mots plus délicats. D'ordinaire, c'est un juron qui s'est plié dans bien des cas de désir, mais que nous proférons toujours avec plaisir. Il y en a et il en faut. Or, vous pourriez avoir ce mot dont on nous dit « Ah, celui-là, c'est bien son mot ». Et tout à l'heure, j'ai bien cru que vous parliez d'un de ces mots particuliers et dont à toute occasion, nous pouvons nous servir. Je comprends mal votre question et je ne vois pas bien ce que vous voulez dire. Est-ce une allusion que vous faites à la manière dont je m'exprime? Peut-être cavalière, dame, je suis un vieux soldat. C'est possible, mais en tout cas, non, je n'ai pas de mots qui me soient personnels, même pour m'adresser à votre personnage. Mais vous mettez notre entretien sur un sujet qui me chiffonne et qui réveille un vieux projet dont je vais vous parler sans évocation. Mon éducation fut un peu plus que négligée. Je parle mal, et dans le fond, je tiens. Autrefois, je m'en foutais bien. Je m'en moquais, pardonnez. Mais depuis quelques mois, je commence à m'en affliger. Ça m'était bien égal à 22 ans de parler mal. Mais à présent, je suis un homme mûr, et pour ne pas dire âgé, et je voudrais m'en corriger. Hélas, velléité peut-être un peu tardive. Car la veille de Waterloo, mon empereur avait prévu ce mais la veille, il m'a pris dans ses bras et il m'a dit à l'oreille, il parle mal, Cambronne, et c'est un grand défaut. Pourtant, sire, je me surveille. Il faut que vous surveillez Cambronne bien mieux encore, car il pourrait un jour vous échapper à un mot qui vous fait le plus grand tort. La veille. Mais pourquoi dites-vous la veille? Quel rapport? Aucun rapport. Passons. Et revenons à mon projet. Puisque vous avez mis le doigt sur cette plaie, voulez-vous, s'il vous plaît, réaliser mon rêve? Me prendre comme élève et me donner quelques leçons? Vous qui parlez d'une façon si délicate et si fleurie. Oui, je vous en conjure. Aidez votre mari à détruire cette légende autour de lui qu'il entretient et qui lui désoblige. Il l'ennuie à la fin. Oui, faites ce prodige que vous soyez bonne. Et dans 3 mois, chacun de moi, il parle bien, le général Cambronne. Oh, mais je ne peux rien vous refuser. Je veux bien céder à toutes vos caprices, car vous savez combien mes sentiments pour vous s'entendre. Mais franchement, je me vois mal. Quel service la langue anglaise elle peut vous rendre? Ah, je me suis mal fait comprendre. Ce n'est pas l'anglais qu'avec vous je dois apprendre, c'est le français. Oui, je voudrais me corriger des fautes qu'en parlant je fais. Or, qui peut mieux qu'un étranger m'en corriger? Ne croyez pas que j'exagère. Et dans le fond, c'est bien normal. Lorsqu'on veut apprendre une langue étrangère, on se donne bien plus de mal qu'on ne s'en est donné pour apprendre la sienne. Sans vouloir vous faire de peine, vous parlez peut-être l'anglais moins purement que le français. Le langage des autres, nous l'apprenons avec des gens qui le connaissent. Et quand dans notre jeunesse, qui donc nous enseigne le nôtre? Qui nous apprend? Notre grand-mère. C'est bien souvent notre grand-mère. C'est ainsi que sont les familles, de mère en fils, de père en fille. Bien des fois, se perpétuent, comme l'accent picard ou l'accent auvergnat. Et si mon trisaïeul disait une statue, bien encore, qu'est-ce qu'il y a? Il ne faut pas que l'on s'étonne si le pauvre Cambronne, alors qu'il s'évertue à démentir un bruit, il le calomnia, dit quelquefois une statue. Bien encore, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas si les Anglais parlent l'anglais correctement, mais je suis sûr que nous, Français, nous parlons n'importe comment. Et si l'on n'apprend pas en France le français, c'est qu'on est convaincu, bien à tort, qu'on le sait.
Nous apprenons l'histoire, et la géographie, et son plaisir et son art. Et pourquoi voulez-vous qu'on apprenne par cœur ce que sans cesse on modifie? Ainsi l'histoire. À quoi ça? Et comment voulez-vous que je m'y reconnaisse? Quand depuis ma jeunesse, 5 fois, la France a changé de régime. En 1790, on nous a dit les rois de France, exemple de bonté, modèle de vaillance, faire des hommes sans défaut. Et nous avons crié vive le roi de France. 3 ans plus tard, on nous a dit que c'était faux, que nous leur devions nos souffrances, et qu'ils n'avaient que des défauts. Et nous avons crié ah bah, le roi de France. On nous a dit ce qu'il nous faut à nous, peuple français, c'est une république. Alors on a crié vive la république. Mais voilà que 5 ans plus tard, ça se complique et change encore. On nous explique, très vendeur, la république c'est le pic. Ce qu'il nous faut, c'est un empire. Sans nous faire crier, nous avons tous alors crié oui, vive l'empereur. En 1814, on nous a fait comprendre que les Bourbons avaient le bon. Et mon Dieu, qu'à tout prendre, on a tel désarroi, ça valait mieux encore. Alors on a de nouveau crié vive le roi. Or, en 1815, à son retour, en chœur, le 26 février, nous avons tous crié oui, vive notre empereur. Et vers la fin du mois de juin, lorsqu'il est reparti pour la seconde fois, nous avons de nouveau crié vive le roi. Il en sera toujours ainsi, je suppose, si longtemps que durera notre pays. Car la France obéit, pour peu qu'on l'autorise, à créer quelque chose. Tiens, la sonnerie, ça m'accordez-vous quelqu'un? Oui, Madame la préfète. Ah oui, je disparais. Oh non, restez. Ah, jamais. Elle est affreuse, elle est stupide, elle a travers d'une sarcelle. Et devant elle, je ne vous réponds pas de mon vocabulaire. Mais vous pouvez bien la recevoir, lui dire un mot. Lequel? Oh, ne me tentez pas. Bonjour, madame. Bonjour, madame la préfète. Asseyez-vous, je vous en prie. Comment vous portez-vous, madame la préfète? Mieux que pas mal. Mais, madame la générale, je ne vois pas votre mari. Oh, hélas, le malheureux. Il se faisait une fête aujourd'hui de vous rencontrer, mais ses vieilles douleurs l'obligent à garder la chambre. Il est navré, il me répétait encore tout à l'heure. Du chocolat? Du thé? De l'eau jaune? Des gâteaux? Non, merci, j'ai goûté déjà. Même pas un petit gâteau? Pour vous faire plaisir. Oh, vous les faites ramollir. C'est amusant d'ailleurs. Je ne dis pas que c'est meilleur, mais ce n'est pas mauvais. Puis enfin, si ça vous plaît, Monsieur votre mari? se porte comme un chêne, Et votre mère? comme un char. Et votre fille Magdeleine? Oh, elle était ce matin tout en larmes à cause de son 2e prix de latin qu'elle a dû partager avec la fille protégée de l'horloger. Et votre petit garçon? Lequel? Tintin ou bien Roger? Les deux. Tintin paraît avoir un destin dérangé. Je ne le savais pas quand j'ai plongé Roger justement ce matin. Alors vous comprenez, j'ai toutes les raisons de fuir aujourd'hui la maison, car sous votre respect, c'est à n'y pas le tenir. En m'étendant sur un sujet pareil, ici je ne crains pas de froisser mes oreilles, alors qu'en d'autres lieux, je sais m'en abstenir. D'ailleurs, à ce propos, si j'ose dire, je voudrais vous entretenir de quelque chose. Puis-je vous questionner, Avec plaisir. c'est au sujet du général. Je vous écoute. Il est une question qui ne vous en étonne et ne vous en déplaise est ici constamment posée. Pourquoi le général Cambronne a-t-il épousé précisément une Anglaise? D'ailleurs, cette question peut aussi se poser en changeant l'ordre de personnes. Pourquoi cette Anglaise a-t-elle épousé le général Cambronne?
Oh, je ne vais pas faire un mystère d'une chose qui s'est passée un jour, et combien simplement. Je connaissais beaucoup sa mère, et je l'aimais infiniment. Et vous l'avez soignée, je sais pendant des mois. Oui, hélas, son existence s'achevait, et nous étions à son chevet, son fils et moi. Je vois la scène. Et au moment de mourir, elle s'est soulevée. Elle a mis ma main dans sa sienne en nous disant « Mariez-vous ». J'étais un peu plus que surprise, je vous l'avoue, car c'était une idée imprévue, du moins qui jamais nous étions venus. Elle-même en parlait pour la première fois. Était-ce un geste symbolique? Oh non! Pour moi, je crois qu'elle avait oublié à ce moment que j'étais une Anglaise. C'était, croyez-moi, un geste plus d'une maman que d'une Française. Oui, ça peut s'expliquer ainsi. Mais vous savez, les gens d'ici ont quelquefois l'esprit mal fait. Qu'une Anglaise épouse un Français, déjà la chose étonne un peu, car chacun sait que ce sont là deux caractères qui s'opposent. Et cependant, c'est une chose qu'on admet, bien qu'il étonne. Mais que parmi tous les Français, une Anglaise ait choisi précisément Cambronne, on ne comprendra jamais. Eh bien, que voulez-vous, madame? C'est dommage, puisque nos deux pays maintenant sont en paix. Je considère, moi, que c'est un grand honneur, un témoignage de respect que j'ai rendu à sa valeur, à son courage. Nous nous sommes battus pendant, hélas, combien d'années? Et cette guerre entre l'Angleterre et la France est terminée. Et cette paix qu'on a signée, elle met bien un terme à nos discordes, aussi bien qu'elle met un terme à nos souffrances. Assurément. Et chacun s'accorde à reconnaître maintenant que nous avons le droit de penser nos blessures. Eh oui, bien sûr. Et d'oublier nos mots. Ah, ça, nos mots. Vous touchez justement le point si délicat. Et ça dépend cela de la façon précisément d'écrire le mot « mot ». Si vous l'écrivez « mot », Emmaüs, alors nous sommes bien d'accord. Et il faut oublier les mots qu'on a souffert. Mais si vous écrivez « M-O-D-S », j'avoue que c'est une autre affaire. Et je me trouve alors, madame, en incomplet désaccord avec vous. Car n'est-ce pas le mot, le fameux mot, qu'il a lâché sans le mâcher, heureusement? Encore ce mot. Comment pouvez-vous l'oublier? Toujours ce mot. Mais cependant, ne soyons pas plus royalistes que le roi. Vous l'oubliez, c'est votre droit. Et nous serions bien malvenus de nous mêler de vos affaires. Oui, s'il venait d'être battu, comme disait Molière, au fond c'est votre droit. Je le répète encore. Et sur ce point final, nous voilà bien d'accord. Passe. À très bientôt. Soyez heureuses et transmettez au général les vœux que nous formons pour la fin de son mal. J'ai bien dit de son mal et non pas de ses mots. Oh, le chameau, le vieux chameau, je n'en peux plus. C'en est assez. Charles, où es-tu? Charles, Charles, Charles. Pars, je suis là. Je sais dit ton place. Mais je n'en peux plus. Ça fait trop longtemps que ça dure. Je veux savoir quel est ce mot. Qu'est-ce que c'est que votre mot? Ça recommence alors? Et non, ça continue. Et maintenant, je suis à plus de patience. Tantôt, j'étais gênée, je n'ai pas voulu trop insister, mais maintenant, je n'en peux plus. Voilà trop longtemps que ça dure. Que l'on me rit au nez, que l'on me met à la torture avec ce mot damné. Calmez-vous, je vous en conjure. Je veux bien me calmer, mais mon ami, si vous m'aimez, dites-moi vite quel est ce mot fameux et redouté, auquel c'est votre nom qu'on donne.
pas savoir le citer, et dont on dit tout simplement « Oh, c'est le mot de Pomerol », et qui déclenche une gaieté que je sens de mauvais aloi. Voilà plus de 100 fois que les gens devant moi y font allusion. Et j'ai l'intention de la respecter, mais je n'en pousse pas l'autre. Et puisque c'est un mot dont on ne se sert plus, qu'il lui donne un autre nom, mais pas le vôtre. Combien de fois l'ai-je entendu? Que dans la rue encore, vous l'ayez entendu, chez des gens, vous m'étonnez. Vous étonne? Eh bien, tenez, chez la baronne de Grandcourt, le duc d'Enfeuille étant présent, l'on me raconte une anecdote l'autre jour. Une discussion entre deux paysans. Le premier disait ci, le deuxième disait ça. Vous voyez ça d'ici? On a répondu oui, l'autre lui répondait non. Et c'était long, et c'était long. Or, l'histoire doit toujours finir par un calembour, par un mot plaisant. Et moi, j'attendais le mot plaisant, non sans un peu d'émoi, car celui qui vous racontait cette dispute, soi-disant entre ces deux paysans, il s'adressait en parlant, de préférence, à moi. Pourquoi? Mais pour me faire demander comment la chose était finie. Oh, c'est une vieille procédé connue. On demande combien, pourquoi, pour qui. On vous répond un mot bien cru, en prétendant que c'est exquis, et chacun s'esclave de rire. En prétendant que c'est exquis, justement. L'avez-vous demandé? Mais oui, j'ai demandé pour en finir. Et le bon Dieu m'en a puni. J'ai demandé comment la chose avait fini, et l'autre m'a alors répondu sur le ton du monsieur qui a gagné son pari, mais par le mot de votre mari. Et tout le monde a beaucoup ri, excepté moi, bien entendu. Voilà pourquoi je veux savoir quel est ce mot. Dans 15 jours, ou dans 6 mois, vous l'apprendrez peut-être un jour, mais pas par mois. Oh, s'il vous plaît, dites-le-moi, je vous en prie. Jamais. Mais de quel genre est-il? D'un mauvais genre, croyez-vous. N'insistez pas, c'est inutile, ce n'est pas une chose à dire. Mais pourtant, ce mot, vous l'avez dit. Oui, je l'ai dit. Alors, puisque vous l'avez dit, ça peut se dire. Ça peut se dire, évidemment. Tout peut se dire. Mais c'est un mot précisément que l'on ne doit pas dire. Alors, pourquoi l'avez-vous dit? J'ai eu tort. D'abord, à qui l'avez-vous dit? Je ne m'en souviens plus. Mais est-ce un mot très vilain? Très bien, le pire. Mais qui dit bien ce qu'il veut dire. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire vous m'ennuyez, c'en est passé, là c'est fini. Mais dites-le-moi, puisque je vous ennuie. Non, et pourtant c'est pas l'envie qui me manque, bon Dieu. Et je me suis juré que jamais je prononcerai ce mot dorénavant, et je veux tenir mon serment. Oh, mais pourtant. Rien à faire. Alors, est-ce que c'est un gros mot que les Anglais peuvent comprendre? Je l'espère. Ou plutôt je le crains. Et, sans dire le mot, peut-être pouvez-vous me dire à quel endroit vous l'avez dit? À Waterloo. À Waterloo! Oh, mais alors, que des histoires et des mystères pour un mot qui n'est pas plus désobligeant pour l'Angleterre qu'il n'en est grossier. J'en connais qui sont bien plus vulgaires et qui n'ont pas ce ton qui sied aux vrais soldats. Ce sont des mots que l'on dit quand on monte à la charge. Mais que j'aime à pouvoir des idées aussi larges. J'irai même loin. C'est un mot magnifique. Pour moi, c'est mieux qu'un mot, car c'est une réplique. C'est la gorge qui meurt et qui ne se rend pas. Erreur, hélas, ce n'est pas ce mot-là. Ah non? Non, celui-là, je ne l'ai jamais dit. C'est un autre mot? Oui, Et cet autre mot, vous l'avez dit? et je l'ai même assez bien dit, je vous prie de le croire.
Je l'ai dit une fois pour toutes, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Pas sans dire le mot, vous pouvez cependant raconter l'histoire. Ça, l'histoire du mot vraiment. Soit, allons-y. Et ne m'obligez pas pourtant à vous compter dans ce cercle de bois, de poteaux, de vallons, d'un pâle mort, mêlant les sombres bataillons. Un autre mieux que moi saura s'en acquitter. Pour la troisième fois, le général anglais me criait « Rendez-vous !» J'étais très en colère. Or, il est singulier ce mot, ce vilain mot, quand on est en colère. La bouche s'arrondit, pour le dire. Elle a l'air de la gueule un peu d'un canon. L'autre continuait « Rendez-vous ! Rendez-vous !» Alors, au lieu de lui répondre « Non !» j'ai préféré, je vous l'avoue, lui dire le mot brutal et laid, et par la gueule du canon, il est parti comme un boulet. Donc ce n'est pas un mot très laid que ce soir-là qu'on fait chez Conféré. C'est un coup de canon de plus que j'ai tiré. Oh, Charles, soyez gentil, imitez le canon. Car c'est un mot qu'on n'admet pas, qu'on tolère quand il est dit dans la colère. Alors, si je te mettais en colère? Je m'y mettrai pas, ou bien je m'en irai. Ah, si j'étais très tendre alors? Je m'en irai plus vite encore, et pour bien vous punir, car ce serait très mal. Et si je te trompais? Ça me serait égal. J'aurais voulu l'entendre. Un jour, vous l'entendrez. Vous croyez? C'est fatal. Et comment voulez-vous que nous on l'évite? Les gens sont si grossiers, ma chère. Et d'autre part, c'est un mot qui sort assez vite quand il parle. Et si quelqu'un devant moi le laissait s'en aller? Je ne manquerai pas de vous le signaler. Peut-être en aurez-vous bientôt l'occasion. Oh, ça ne doit pas être un mot bien effrayant. Conservez vos illusions. Oh, les illusions. Lorsque l'on en âge, vous savez, il est indifférent. Vous savez bien qu'on les perd. Qu'on les perde. Oui, j'ai bien dit qu'on les perd. Oh, j'ai bien entendu. Et cependant, malgré cette perche tendue... Quelle perche tendue? Je ne comprends pas, là. Tais-toi! Quoi? Ce n'est pas normal qu'on les perde? Ce mot ne sera pas prononcé sur mon doigt, bien que tu m'aies tendu, ça réunit. Oh! Le voilà, tant mieux! Ah, j'en pouvais plus. La vérité sort de la bouche des enfants. Mais c'est lui? Mais oui, c'est lui. C'est ce mot triomphant qui m'est un terme à nos propos un peu tendus. Et je suis enchanté que tu les entendis. Je crois qu'après ce mot, on peut tirer l'échelle et fermer le rideau.